Bonjour, c'est l'heure des mots et débats. Nous sommes ensemble durant 26 minutes et je suppose que vous avez envie de découvrir cet invité du jour qui est à Télé Sud, qui est venu nous parler de son dernier ouvrage. Il est d'origine guadeloupéenne, traducteur, interprète et formateur indépendant en anglais. Il est l'auteur d'une méthode d'apprentissage linguistique professionnel. Pascal Archimède, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien ? Ça va. Eh bien, en tout cas, nous allons parler de votre dernier ouvrage qui vient de paraître, Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap, paru chez Nofi Group. Eh bien, commençons tout de suite la première partie de l'émission au fil des pages. Pascal Archimède, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à décrypter, à rassembler ces éléments comme ça de l'histoire de l'Amérique noire dans cet ouvrage? Même si je sais que vous êtes spécialisé dans les civilisations américaines. Effectivement. Donc, en fait, j'ai un master en anglais, spécialité civilisation américaine. Et c'est vrai que je me suis spécialisé dans tout ce qui est civilisation afro-américaine et plus particulièrement l'intérêt de la musique dans justement la civilisation américaine des Noirs. Oui, donc cette histoire est en lien puisque avec la naissance de cette communauté noire qui s'est battue dans des conflits, dans des luttes, donc bien sûr je devine que ça correspond tout à fait à votre domaine. Alors tout d'abord, expliquez-moi, parce que aujourd'hui on parle de Africain-américain et vous expliquez d'abord Afro-américain. Alors quelle est la différence? Non. Alors après, c'est juste une terminologie, hein. Il s'agit juste de terminologie, mais il faut savoir qu'au départ, en fait, l'histoire nous a montré qu'au départ, en fait, les Noirs sont d'abord arrivés sur le continent américain en tant qu'explorateurs, en tant que serviteurs sous contrat, et ensuite en tant qu'esclaves. Et c'est au fur et à mesure de leur intégration au sein de cette société qui, au départ, faisait tout contre eux, qu'après différentes terminologies, sont apparus. Donc, je sais qu'au niveau de l'histoire, il y a eu la terminologie de niggers, qui veut dire en fait negroes, désolé, qui veut dire nègre. Et au fur et à mesure, afro-américains et africains-américains, quand ils sont officiellement devenus citoyens américains. Oui. Alors, vous expliquez, en fin de compte, que les Noirs sont divisés en deux groupes. Il y a les nègres des champs et puis les nègres de maison. Moi, ça ne me dérange pas de dire nègre, puisque faut être fier, comme Nofi, hein, noir et fier. Oui, voilà, donc disons les nègres des champs et les nègres de maison. Les nègres de maison qui étaient, soi-disant, étaient supérieurs, on va dire. Certains. Parce que c'est vrai qu'en fait, dans le bouquin, effectivement, excusez-moi de vous interrompre, dans le bouquin, effectivement, je parle en fait, mais je ne veux pas cliver les deux groupes parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même eu pas mal de révolutions d'esclaves qui ont débuté par justement des nègres de maison qui souvent empoisonnaient leurs maîtres. Donc c'est vrai qu'en fait au niveau de l'histoire, on a tendance à toujours essayer de cliver encore les deux groupes en disant que d'un côté il y a les méchants et d'un côté il y a les gentils. Mais sachez que ceux que certaines personnes voient comme des méchants ont justement insufflé un vent de révolte au sein de la communauté noire américaine. Alors ce vent de révolte, justement, il arrive aussi avec ce 13e amendement de la Constitution qui a définitivement aboli l'esclavage en Amérique en 1865. Mais ce n'a pas du tout marché pour la communauté noire. C'était une souffrance toujours. Mais il faut savoir que déjà, effectivement, 1865, donc, c'est la fin de la guerre de sécession. Oui. Du coup, il faut quand même savoir que dès 1863, on avait déjà, je crois que si je ne me trompe pas, c'est Lincoln qui avait déjà décrété la fin de l'esclavage, mais c'est à la fin de cette fameuse guerre de sécession, quand le Nord investit le Sud, qu'effectivement, les Noirs deviennent libres, entre guillemets, mais il faudra quand même attendre 1868, si je ne me trompe pas, avec le 14e amendement, pour qu'ils puissent être déclarés en tant que citoyens. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, et c'est toute une discussion au niveau des États-Unis, il y en a en fait qui se considèrent comme des résidents américains et non pas comme des citoyens américains. Vous voyez un peu la différence? Ah oui, d'accord. D'accord. Mais c'est un moyen de prouver quoi en faisant cette distinction entre résidents et citoyens américains? C'est qu'il y en a qui ne se sentent toujours pas intégrés au sein de cette société. Alors,
justement, au sein de cette société, il y a des leaders qui vont apparaître. Frédéric Douglass, Booker T. Washington. Il y a aussi Webb Du Bois, enfin, c'est William Edward Bogart Du Bois. Alors, je ne sais pas, certains disent Du Bois. Du Bois, ouais, en anglais, c'est Du Bois. Voilà. D'accord. Alors, ces leaders-là, justement, incitent la communauté noire à se réveiller. C'est-à-dire, ils leur font prendre conscience qu'il faut gagner de l'argent, être instruit pour pouvoir s'émanciper et devenir quelqu'un dans cette société américaine blanche. C'est ça. Et après, chacun a sa propre approche. Donc, il y en a, en fait, qui mettront davantage en avant le travail manuel, le fait de posséder des terres, alors que d'autres diront, allez à l'école, éduquez-vous, et d'autres encore vous diront, intégrez-vous dans la société à travers la politique, par exemple. Oui. Vous avez aussi effectivement Marcus Garvey, qui dans les années 1920 a décidé de créer la Black Star Line, qui était en fait une ligne ferroviaire, parce qu'en fait son objectif, c'était justement de rapatrier tous les Noirs vers le continent africain. C'est ça. Aux sources, revenir aux sources. Alors, on voit qu'il y a les Noirs luttent pour leurs droits. Et heureusement, il y a quelques Blancs qui aident cette communauté à s'émanciper, à devenir aussi, à prendre part dans la vie politique américaine. Donc j'ai pris cette association qu'on connaît tous, c'est pour l'avancement des personnes de couleur, la NAACP. Est-ce que vraiment cette association est plutôt considérée pour aider les gens du Nord, ou est-ce qu'elle a pu vraiment aider les gens du Sud? Elle a aidé en fait autant des citoyens noirs du Nord et du Sud. Le seul problème, c'est qu'en fait, on lui a reproché d'être un peu trop élitiste et ne pas en fait donner une solution. Parce qu'en fait, on a eu des solutions grâce à la NAACP. Le problème qui se passe, c'est que c'était des solutions sur le long terme. Mais mettez-vous à la place de ceux qui souffrent sur le moment et qui voudraient en fait des solutions immédiates. Oui. Donc du coup, en fait, autant il y en a qui considéraient justement que la NAACP a fait du bon boulot, entre guillemets, autant il y en a, enfin, il y a eu des critiques, quoi. On peut pas faire l'unanimité de toute façon. Que reproche cette société américaine blanche aux Noirs, parce que les Noirs étaient dans la souffrance? Que reproche-t-il Que reproche-t-il? Ce serait bien de leur poser la question. Mais que leur reproche-t-il? À part la couleur de la peau, ces gens vivaient dans la souffrance, dans la pauvreté, n'avaient parfois aucun droit de vote, aucun droit de parole. Pourquoi cette société américaine blanche a tout fait pour anéantir cette communauté? Mais une question, est-ce qu'il y a une explication plausible au racisme? Non. Personnellement, je n'ai pas de réponse. Donc, du coup, je ne peux pas vraiment vous répondre sur cette question-là parce que... Vous voulez dire que la question est bête? Non. Alors là, non, pas du tout. Il n'y a pas de question bête, au contraire. Mais je ne peux pas, en fait, me mettre, en fait, parce qu'en fait, à la limite, ça reviendrait à me mettre à la place du raciste et essayer d'expliquer pourquoi ce racisme. Mais je ne peux pas. Là, franchement, sur ce coup-là, je n'ai pas de réponse. Oui. Alors, parce que d'autres leaders apparaissent, ceux qui prônent la non-violence, comme Martin Luther King Jr., et ceux qui prônent justement une sorte de rébellion très, on va dire, féroce, par exemple Malcolm X. Après, ce sont deux courants différents, mais il faut savoir que d'une manière générale, effectivement, vous en avez, donc, donnez-moi une gifle, et je vous montrerai sur la joue droite et moi je vous donne la joue gauche. Et il y en a qui disent non, on n'en veut pas. Donc effectivement, au fur et à mesure des années, trop c'est trop. Et il y en a en fait qui se sont radicalisés. Et c'est vrai qu'en fait dans les années 1960, effectivement, surtout à la période des droits civiques, on a eu donc différents courants de pensée. On a eu effectivement Martin Luther King qui, lui, manifestait davantage son désaccord à travers des sit-in. Donc, ça veut dire qu'en fait, on s'assied et on bloque. Et il y en a d'autres, en fait, qui ont été peut-être un peu plus impatients ou qui voulaient des résultats tout de suite, notamment Malcolm X ou encore le mouvement, le Black Panther Party, qui est né, en fait, en 1966. Oui. C'est ça. Alors, cette communauté noire a compris rapidement qu'il fallait donc s'autogérer, c'est-à-dire que grâce, ils se disent, ils vont créer des écoles. Certains vont devenir des manias de la presse pour justement distiller des idées. D'autres aussi vont se tourner aussi vers l'Église. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans le bouquin, je parle en fait de ces trois institutions que sont l'Église,
l'école et la presse en tant que trois institutions piliers, des piliers en fait de la communauté, parce qu'en fait c'est autour de ces institutions que la communauté, que les Afro-Américains ont créé en fait cette communauté qui est aussi importante, parce qu'aujourd'hui en fait vous avez un lobby noir américain qui pèse et justement qui a beaucoup joué justement dans l'élection de Barack Obama en 2009. Donc ce sont tous ces trois, ils ont construit en fait une communauté autour de ces trois institutions qui fait qu'aujourd'hui en fait ils sont quand même assez forts. Ils représentent économiquement parlant, ils représentent une force. Oui. Alors, quand on parle de communauté noire, on pense aussi à la musique. Donc, la musique, on parle des plantations, donc c'était le blues, on parle des negro spirituals, on parle aussi après du jazz, après le soul, le funk. En fin de compte, ce sont des musiques où l'on parle beaucoup, ce sont des témoignages, en fin de compte, de souffrance. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans le bouquin, c'est ce que j'explique, je parle en fait de... À chaque étape de son évolution sur le sol américain, l'homme noir en fait a créé un type de musique qui reflétait autant son évolution sociale que son état d'esprit. Et là, effectivement, dans le bouquin, je parle donc de leur arrivée en fait sur les plantations où ils chantaient les work songs, les chants de travail. Ensuite, quand ils ont été évangélisés, ils ont créé en fait les Negro Spirituals, qui dans les années 1920-1930 deviendront le gospel. Oui. Ensuite, en 1865, donc comme on disait, la fin de la guerre de sécession, certains esclaves en fait restent sur les terres au sud et deviennent métayers, c'est-à-dire qu'ils cultivent la terre des maîtres. Et en échange, en contrepartie, ils donnent 80 à 90% de la récolte. Et là, ils créent un nouveau type de musique qui s'appelle les hollers. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sur mon champ, je balance une vibe à mon voisin, qui balance une vibe à son voisin, etc., etc. Ensuite, vous en avez qui décident justement de quitter le sud rural, agraire, pour s'installer dans le nord industrialisé. Et là, ils créent le blues. Ensuite, ils s'installent dans le nord et ils créent le jazz. Ensuite, on arrive dans les années 1950-1960. C'est l'époque en fait des droits civiques. Et là en fait la soul music, la musique de l'âme. Vous avez aussi le funk. Et ensuite on arrive dans les années 1970 où le rap apparaît. Et le rap apparaît, alors avec, c'est plus connu, les Last Poets. Les Last Poets qui étaient un peu des slammers, qui slammaient. Et c'est vrai qu'en fait ça a été les prémices en fait de cette musique rap. Alors, vous expliquez aussi qu'avec cette façon de slammer, sont nés les DJ, les Masters aussi of Ceremony, les MC, pour justement mettre en lumière, en mélodie, ces poésies, ces proses. Mais comment c'est venu justement Est-ce que c'est le fait d'une sorte de retour enfin, aux plantations et donc cette musique Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il y ait cette musique, cette mélodie sur cette poésie, cette prose. Alors effectivement, donc déjà effectivement, donc quand on parle des DJ, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on organisait des block parties, un peu comme ce qu'on appelle les sound systems qu'on connaît aux Antilles, où en fait les gars bloquaient en fait une ruelle, ils branchaient en fait leur platine sur les lampadaires. Ils invitaient les gens, donc les gens payaient une modique somme pour participer. Et au départ, en fait, le DJ, lui, jouait sa musique. Sauf que les DJ ont rapidement réalisé qu'en fait, les gens ne dansaient pas, ils ne s'amusaient pas forcément. Et ils étaient là à regarder le spectacle. Donc, du coup, en fait, il y en a qui ont eu l'idée d'inviter, en fait, des MC, des maîtres de cérémonie, des Masters of Ceremony, et pour justement animer. Et en fait, du coup, ça est un mélange, un cocktail Molotov, je dirais, explosif. Ce qui fait qu'en fait, finalement, le MC, lui, deviendra rappeur. Et je reviens donc à la question que vous me posiez. Effectivement, toujours utiliser la musique pour faire passer un certain nombre de messages et pour parler justement de sa frustration, la frustration d'évoluer en fait dans un monde, dans un pays où justement les règles ne sont pas faites pour soi. Alors oui, quand on parle d'évolution, c'est vrai que les rappeurs à cette époque, donc vous parlez bien de 1980-1990, que ces rappeurs ont une conscience militante, on va dire. C'est du rap militant. C'est vrai. Il faut savoir alors, en gros, de 1979, on évalue la création du rap dans les années 70, donc mi-70, 73, 75. Oui. Ensuite, jusqu'à 1980, le rap était une musique plus ou moins festive, je dirais.
Mais à partir de 1980, quand Ronald Reagan devient président, les républicains reviennent au pouvoir. Et là, en fait, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent et le système de ghetto vraiment devient intense aux États-Unis. Et du ghetto, en fait, s'élève une voix à travers le rap où, moi, je pense par exemple au morceau The Message, où justement on exprime en fait, on dit mais on existe, regardez dans quelle misère on vit, on est déjà dans les années 1980, regardez dans quelle misère on vit, et c'est là qu'en fait le rap militant ressurgit. Donc vous aurez en fait donc ce fameux morceau The Message, mais vous aurez aussi Afrika Bambaataa, oui, qui arrivera en fait avec sa Zulu Nation qu'il a créée en 1976, où justement qui prône en fait une certaine conscientisation, oui, des peuples. Alors, il y a aussi Afrika Bambaataa, Run DMC, Public Enemy. Alors, je me souviens à cette époque, bon, même si je ne donnerai pas mon âge, Public Enemy, je me souviens, beaucoup de gens disaient oui, mais ils sont contre les Blancs. Non, c'était pour défendre les conditions, la condition des Noirs américains. Non, je ne dirais pas anti-blanc, c'est un peu facile, anti-blanc, oui, anti-système. Oui. Parce qu'en fait, le système en lui-même, le système en fait qu'il dénonçait, était aussi oppressant pour les Noirs que pour les Blancs, que pour les Chinois et pour les autres communautés. Donc, quand on parle de rap militant, c'est trop facile juste de dire oui que c'est d'une communauté à une autre. Non, c'est juste anti-système. Et que fait le système pour enfin nous aider et nous faire avancer? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est lorsqu'il y a eu des chanteurs, des rappeurs blancs, c'est là que le rap a intéressé les radios blanches américaines. Mais s'il n'y avait pas eu cette apparition de chanteurs, de rappeurs blancs, que serait devenu le rap alors? De toute façon, c'est toujours la même histoire en fait pour tous les types de musique, le jazz, le blues. À partir du moment où les blancs en fait intègrent en fait le courant musical, ouais, à ce moment-là en fait ça réveille en fait une partie de la communauté. Et c'est vrai qu'en fait encore une fois la musique en tant que vecteur d'intégration, mais aussi vecteur de rapprochement. Oui, c'est vrai. Oui, tant mieux. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, alors après se dessine bien sûr d'un côté West, East Coast, après il y a la South. Donc vous expliquez bien aussi que bon, bah, chacun campe quand même, c'est-à-dire que même s'il y a ces différences, on va dire géographiques, mais il y a quand même toujours ces idées de démontrer, de dénoncer ces conditions difficiles. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont je vois ça, c'est que chaque type de musique met en avant en fait les conditions dans lesquelles ceux qui créent ces genres musicaux évoluent. Alors, c'est assez impressionnant parce que donc, certains rappeurs se sont enrichis, mais on peut citer Daidy, puisque vous, votre liste, c'est 1980-1990, les rappeurs, donc Master P, donc ce sont des gens qui se sont vraiment enrichis, qui investissent, qui ont des entreprises, qui font travailler la communauté noire, et puis plus tard, quelques années, ça sera Jay-Z, oui, voilà, mais pourquoi? Alors, je fais un rapprochement avec la France. Pourquoi nous n'avons pas cette élite noire en France, alors que nous faisons du rap? Et la France est bien on va dire, le deuxième pays qui fait énormément de rap. Oui, mais rappelez-vous quand même qu'en fait, quand vous comparez la France aux États-Unis, la France, en fait, a la taille d'un État aux États-Unis. Oui. Ce qui fait qu'en fait, quand vous réussissez à faire de l'argent dans, 3-4 États du pays, et là, je suis quand même assez modeste. Quand vous réussissez, en fait, quand vous devenez successful dans 3 ou 4 États, c'est comme si vous aviez fait autant d'argent multiplié par 3-4 en France. Donc, je pense que c'est l'une des raisons. C'est la raison. Mais vous avez quand même des rappeurs français qui sont, selon ce que j'ai lu, devenus millionnaires. Oui, mais pas milliardaires, et qui n'ont pas cette influence politique. Oh, milliardaires, pour le moment, il n'y a pas de rappeur américain milliardaire. Pour le moment, ils sont multimillionnaires. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, selon le dernier classement Forbes, oui, le numéro 1 aujourd'hui, c'est Jay-Z, qui pèse 900 millions. Donc, il est encore à... Oui, le Dr. Dre, je crois qu'il est à 770 millions. Ouais. Mais bon, la majorité de leur fortune ne vient pas forcément de la musique, mais plus de l'investissement qu'ils ont fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pu se créer en fait, un capital départ à partir de la musique et ensuite, ils ont été assez intelligents pour pouvoir investir et fructifier leur argent. Alors aujourd'hui, dans les clips vidéo, il n'y a plus ce message de la communauté noire. C'est plutôt les filles
qui sont un peu symbolisées comme des prostituées, des putes, excusez-moi de ma vulgarité. Il y a plutôt cette violence, mais il y a quand même parfois cette beauté dans l'image. La mélodie est bien travaillée, mais pourquoi les clips sont-ils aussi violents? Alors déjà, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Effectivement, il faut faire... Parce que vous êtes un homme. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas par rapport au clip, hein, mais par rapport en fait au message. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le rap médiatisé met en avant effectivement tous les messages que vous venez de me dire. Oui. Et là, par contre, la réponse, il faudrait la poser aux labels et aux radios qui acceptent de passer cette musique. Parce qu'en fait, il y a encore des rappeurs qui sont malheureusement encore underground et qui font passer un certain nombre de messages. Mais eux, par contre, apparemment, ne semblent pas trop intéresser les labels et les radios. Donc, sur cette question-là, il faudra leur poser la question. Et aujourd'hui, effectivement, pour revenir donc, au clip où on met en avant donc, les femmes, la richesse, etc. Oui, ça, je pense qu'en fait, la drogue aussi, malheureusement, je pense qu'en fait, c'est une expression du rêve américain, vu par une partie des Noirs américains. Oui, mais cela engendre un côté négatif, justement, de l'image de la communauté noire américaine. Est-ce que ça aide, justement, à l'intégration auprès de la société blanche moyenne, par exemple? Ben, je ne sais pas, parce qu'en fait, au niveau des clips rap aujourd'hui, vous verrez qu'aujourd'hui, même les Blancs et d'autres communautés imitent, en fait, ce décor, utilisent, en fait, ce décor, et vous verrez qu'il y a aussi des rappeurs d'autres communautés, d'autres groupes ethniques qui font exactement le même type de travail. Donc, est-ce que ça aide à l'intégration? Je ne sais pas, mais je dirais que ça y contribue. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Archimède. Nous allons passer à la deuxième partie d'émission, Carte sur table. Alors pour Carte sur table, Pascal Archimède, j'ai dit au début de l'émission que vous étiez traducteur-interprète, formateur indépendant en anglais et vous êtes l'auteur d'une méthode d'apprentissage linguistique professionnelle, en français mais aussi en anglais. Oui. Alors quelle est donc cette méthode? Alors l'idée, comment j'ai fait ça? Comment ça s'est passé? Oui. Alors je vous raconte un peu l'histoire. Hein. Il s'agit d'une recherche que j'ai faite à l'époque où j'étais à l'université, que j'ai mise en ligne. En 2014, je suis contacté donc par des éditeurs allemands qui me disent qu'en fait, ils l'ont vu et qu'ils voudraient en faire un livre. Au départ, je suis un peu sceptique. Ensuite, je commence l'aventure comme ça, donc on balance le bouquin en français et j'ai même eu l'opportunité de venir la présenter ici avec M. Guy Registre dans l'entretien du jour. Et ensuite, donc, ça marche plus ou moins bien et ils me recontactent en fait l'année d'après et me disent qu'en fait, il y a une demande au niveau des Anglais, au niveau des pays anglophones et qu'il faut absolument qu'on fasse la traduction de l'ouvrage en anglais. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, en gros, à quoi ça correspond? L'idée, c'est qu'à partir d'une chanson d'artistes préférés de mes stagiaires, je mets en fait en place un certain nombre d'activités afin de développer et de renforcer les 4 compétences linguistiques que sont la compréhension orale et écrite et la production orale et écrite, et en y ajoutant souvent une touche culturelle qui, pour beaucoup de linguistes, serait la 5e compétence linguistique. Donc ça veut dire, par exemple, est-ce que ce sont des musiques de rap ou alors c'est plutôt la variété internationale? Je le répète, hein, artistes préférés des stagiaires. Donc ça peut être tout type de musique. D'accord. L'idée, en fait, encore une fois, c'est d'essayer de mettre en lien les objectifs professionnels, le niveau du stagiaire et le contenu de la chanson. Donc c'est vrai que souvent, le plus difficile pour moi, c'est de trouver une chanson qui aille en fait dans un sens professionnel, qui ait une directive professionnelle. Parlons de Nofi Group, parce que votre livre a été publié par Nofi Group, oui. Ça veut dire Noir et Fier. Oui. Expliquez-moi ce mouvement, ou je ne sais pas si on peut dire mouvement. Mouvement, en fait, Noir et Fier, c'est un groupe. Oui. C'est un groupe culturel qui met en avant, effectivement, la culture noire. De n'importe quel pays? N'importe quel pays, exactement. Ils remettent en place, ils mettent en avant tout ce qui est culture noire. D'accord. Je n'ai pas répondu à votre question. Si, mais par exemple, qu'est-ce que vous y faites? Parce que j'ai vu qu'il y avait des interviews. Alors, moi, en fait, je collabore. Oui. Donc, ça m'arrive effectivement d'écrire des articles, souvent en lien avec les États-Unis, les Noirs américains. Ou sinon, c'est vrai que depuis peu, je fais des interviews. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller interviewer Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, quand elle est venue présenter son film
Girls Trip à Paris. J'ai eu l'occasion également d'interviewer John Boyega, qui était venu présenter le film Détroit. Et je suis parti dernièrement à Londres interviewer toute l'équipe du film Black Panther. Alors, comment ça se passe justement quand vous interviewez tous ces acteurs? Est-ce que vous sentez qu'il y a du militantisme ou alors c'est d'abord je suis acteur, je suis une star internationale? Est-ce qu'il y a ils défendent quelque chose? Ils défendent quelque chose, mais ils défendent aussi le film qu'ils viennent présenter. Donc, le militantisme, oui, il y en a que j'ai trouvé plus militant que d'autres parce que... Qui? Alors, j'ai eu par exemple, j'ai interviewé dernièrement Ryan Coogler, le réalisateur du film Black Panther, oui. Et je l'ai senti très impliqué dans la cause noire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a différentes opinions par rapport au film Black Panther, mais moi, ce que je retiens, c'est que, et c'est une des questions que je lui pose justement, l'importance pour nous, mais aussi pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants, d'avoir en fait l'image d'un héros noir. Et moi, je m'arrête juste sur ça, sur l'inconscient collectif. Oui, parce que certains, on va dire, téléspectateurs, spectateurs n'ont pas du tout apprécié justement que ce soit des héros noirs. Au sein de la communauté, vous voulez dire? Non, pas au sein de la communauté, mais certains spectateurs. Encore une fois, on ne fait pas l'unanimité. Et c'est ça le souci, c'est qu'en fait, quand on devient un personnage public, on peut être la personne la plus cool sur la planète. Il y aura toujours des gens pour vous trouver quelque chose qui ne va pas, etc. La perfection n'existe pas. Mais moi, ce que je retiens de l'entretien que j'ai eu avec lui, et je pense que c'est le travail en fait qu'il a voulu mettre en avant, c'est nous offrir à nos enfants, mais également aux enfants de nos enfants, un super héros noir. Imaginez l'impact que ça peut avoir sur l'inconscient collectif. Oui. Autre chose, vous disiez, vous parliez de cette interview avec la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith. Comment est-elle? Elle vous a parlé, elle vous a donné quelques moments d'intimité de son couple? Ah non, surtout pas. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Non, on n'est pas là pour ça. Non, comment ça se passe avec Will Smith? Ils vont bien ensemble ça, toujours? Je ne sais pas. Ça, faudrait lui poser la question. Faudrait l'inviter. Voilà, vous pouvez l'inviter. Mais ils sont accessibles, ces artistes américains, parce que c'est vrai, quand on les voit, ils sont vraiment des stars, pas comme les stars françaises qui se définissent stars. Mais eux, ce sont des étoiles, des choses qui brillent, qu'on a envie d'atteindre. Alors moi, je l'ai rencontré pendant juste le temps de l'entretien, et sincèrement, il y a eu un super bon feeling. J'ai senti quelqu'un d'accessible, quelqu'un de... Ouais, quelqu'un qui sait d'où elle vient, et qui surtout sait où elle va. Une femme déterminée. Une femme potomitan, comme on appelle aux Antilles. Exactement. Avez-vous, pour clore ce chapitre carte sur table, avez-vous l'impression que la communauté noire qui a réussi l'élite a oublié ses frères, ses compatriotes qui vivent encore dans les ghettos? Vous parlez de quelle communauté? La communauté noire française ou... Noire américaine. Pas vraiment, en fait, puisqu'il y a quand même pas mal d'associations qui sont créées, il y a pas mal d'aides, il y a pas mal de... Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui investissent dans des associations, qui investissent au sein de la communauté. Donc, oui, non, Kendrick Lamar, par exemple. Kendrick Lamar. Et justement, on revient sur Kendrick Lamar. Kendrick Lamar a un rap conscient. Oui. Donc, et qui est justement médiatisé. Non, j'ai vraiment l'impression qu'ils font des choses. Alors, effectivement, peut-être qu'on a peut-être l'impression qu'ils n'en font pas assez. Oui, parce qu'il y a tellement le luxe mis en évidence qu'on a l'impression qu'ils oublient d'où ils viennent. Moi, je n'ai pas l'impression, justement, parce qu'en fait, là, ils construisent en fait leur personnage et tout leur travail est construit justement sur d'où ils viennent et où ils vont. Donc, après, encore une fois, on ne fait pas l'unanimité. Mais moi, par exemple, vous parlez de ça, j'ai vu par exemple le dernier clip de Drake qui, plutôt que d'investir 1 million sur un clip, a fait un clip où il a réinvesti, en fait, il a donné le million qui était censé être utilisé pour le montage du clip. Donc, alors, effectivement, on dira peut-être qu'il peut faire plus, mais il a déjà fait quelque chose quand même, par rapport à ceux qui ne font rien. Ouais. Merci beaucoup, Pascal Archimède. On va passer au coup de cœur. Alors pour ce coup de cœur, Pascal Archimède, apparemment ça parle de petits cailloux blancs. Oui.
Oui, alors moi j'ai choisi donc une autobiographie qui s'intitule Les Cailloux de l'Enfer d'Agnès Reynaud, qui est une ancienne toxicomane et qui parle justement, qui raconte son histoire, qui raconte sa descente en enfer et aussi son retour à la vie. Et sincèrement, j'admire son courage et sa volonté. Et c'est un bouquin que je lis pour le moment. Je n'ai pas encore pu terminer. Donc il me reste quoi, peut-être une trentaine de pages, mais ce récit m'a touché parce que moi, j'ai grandi en fait en milieu urbain. J'ai vu le crack entrer dans mon quartier et j'ai surtout vu les ravages de ce fléau. Malheureusement, paix à son âme, j'ai même perdu mon cousin, j'ai perdu un cousin, j'ai perdu des amis, mais j'ai perdu un cousin. Mon cousin a perdu la vie par rapport au crack. Et c'est pour ça qu'en fait, pour cette dernière partie, je tenais en fait à faire un clin d'œil à cette femme, Agnès Reynaud, et pour le courage qu'elle a eu à écrire en fait ce récit. Très bien. Merci beaucoup, Pascal Archimède, pour votre coup de cœur. Oui, parce que le crack, c'est vraiment un fléau terrible. Et puis, je rappelle aux téléspectateurs votre ouvrage, Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap. Vive le rap. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous voir. Et puis, quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.